Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la communauté d'agglomération Arlysère pour cette conférence sur la rénovation énergétique. Alors pourquoi effectivement l'agglomération Arlysère s'est lancée dans ce processus d'information à destination des particuliers? C'est tout simplement que l'agglomération a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un PCAET, un plan climat-air-énergie territorial, un plan d'action sur 6 ans qui vise à un certain nombre d'objectifs, à la fois réduire les gaz à effet de serre, à réduire la consommation d'énergie, à développer les énergies renouvelables, à améliorer la qualité de l'air et s'adapter au changement climatique. Et bien évidemment, le logement, dans ce cadre-là, est un élément important. Il faut savoir que 20% effectivement des dépenses d'énergie, ce sont des dépenses qui sont liées au chauffage, d'autant plus qu'on est dans un contexte avec l'augmentation du coût de l'énergie qui rend plus important effectivement les travaux. Alors Arlysère a une compétence logement qu'elle exerce depuis de très nombreuses années et elle s'est donné, l'agglomération, comme objectif d'accompagner la rénovation de 3600 logements à échéance 2027. Alors très concrètement, elle a aujourd'hui initié un certain nombre de dispositifs qui vous permettent de vous accompagner. Très honnêtement, on n'a jamais eu autant de moyens déployés par les pouvoirs publics pour accompagner effectivement la rénovation énergétique. Et en même temps, ça n'a jamais été, me semble-t-il, aussi compliqué. Parce que vous avez de multiples sollicitations, la plus célèbre étant celle du 1 euro, isolez vos combles, vous êtes sans cesse effectivement sollicité. Et donc, il faut trouver un interlocuteur qui soit neutre, objectif, qui vous accompagne pour prendre la bonne décision en termes de rénovation. Et aujourd'hui, nous avons 2 dispositifs sur le territoire. Un dispositif qui s'adresse à des personnes sous conditions de ressources, c'est ce qu'on appelle l'opération programmée d'amélioration d'habitat. Ça sera détaillé tout à l'heure, qui permet effectivement d'accompagner des travaux de rénovation énergétique, de maintien effectivement chez soi ou d'adaptation au handicap et de lutter contre l'insalubrité. Pour vous donner une idée, ces 6 dernières années, ce sont 500 ménages qui ont bénéficié de subventions. Arlysère a distribué, entre guillemets, 80 000 euros d'aide pour accompagner ces travaux, mais ça s'ajoute à d'autres accompagnements financiers et ça représente à peu près 5 millions d'euros de travaux dont, je crois, 50% ont été réalisés par des entreprises locales. C'est donc aussi un effet de levier important pour l'économie. Deuxième structure, c'est ce qu'on appelle la plateforme de rénovation énergétique. Si vous ne remplissez pas les conditions pour être dans l'OPA, vous pouvez quand même être accompagné administrativement sur des conseils pour vous aider à faire la meilleure rénovation possible. Alors, ce qui vous est proposé ce soir, c'est que les 2 prestataires qui ont été mandatés par Arlysère, Solia et l'ASDER, vous présentent quel est le travail qu'ils accomplissent pour effectivement vous accompagner, vous dire quelles sont les aides possibles. N'hésitez pas à les contacter, c'est gratuit et c'est une information neutre, objective. Voilà. Et je veux terminer en remerciant chaleureusement l'équipe d'Arlysère qui a préparé la réunion d'aujourd'hui, parce que c'est un travail de longue haleine, cet accompagnement. Merci et bonne conférence. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Juste présentation rapide. Cette conférence, on va la faire à 2. Moi, c'est Nicolas Roulet, donc je travaille à l'ASDER, je suis conseiller info énergie. Et il y a aussi Célia Clapy de Solia Isère Savoie. Je commence juste un petit mot pour présenter Solia. Solia comme Solidaire pour l'habitat, on est une association loi 1901 à but non lucratif qui est implantée à Grenoble, mais menant des actions partout sur l'Isère et partout sur la Savoie. Et donc on a pour objectif d'accompagner les ménages qui ont des difficultés dans leur logement, notamment en allant chercher des aides à la réalisation de travaux. Donc on est une association de l'économie sociale et solidaire, on n'a rien à vendre à personne, si ce n'est accompagner et conseiller les ménages. Et du coup, moi, je n'ai pas présenté l'émission de l'ASDER. Nous, on est sur Chambéry. On intervient sur Arlysère
en tant que conseil en rénovation, on conseille aussi sur les aides financières et après on transmet en fonction des revenus certains contacts à Solia qui prennent la suite après pour l'accompagnement des projets sur du plus long terme. Voilà. Donc le sujet, c'est comment mener un projet de rénovation et réussir en même temps la mobilisation des aides. Donc ça, c'est rapidement un petit point sur les missions. Donc les conseillers, on donne des infos, comme je disais, sur les aides financières, des conseils techniques également, on est là aussi pour ça, des conseils sur tout ce qui est énergie renouvelable et économie d'énergie. C'est un service indépendant, gratuit et ouvert à tous. Et nous, Solia, sur Arlisère, on intervient dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc c'est une opération financée par la communauté d'agglomération d'Arlisère et par l'État via l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui a pour objet les thématiques de rénovation énergétique, d'adaptation des logements au vieillissement, au handicap, d'amélioration des logements locatifs et d'accompagnement des situations d'habitat indigne. Donc on accompagne à la fois locataires et propriétaires, on accompagne aussi en maison individuelle et en copropriété. Et on peut accompagner aussi des propriétaires bailleurs dans un projet de rénovation énergétique ou d'amélioration de l'habitat. Alors ensuite, ce qu'on va voir, on va regarder un peu d'abord pourquoi rénover, les enjeux de la rénovation, pourquoi il y a tant de dispositifs aujourd'hui qui existent. Monsieur André Verreto en a parlé rapidement. On va ensuite voir les différentes étapes pour faire une rénovation correctement. Un rapide passage sur les systèmes de chauffage et ensuite sur les aides financières et quelques retours deux retours d'expérience. Et ensuite un petit dernier point sur comment commencer le projet. Donc le premier enjeu, c'est d'abord climatique. Voilà, pour l'avenir de nos enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est déjà à plus 1,2, 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. 1,5 degré de moyenne. Et d'après les études du GIEC et d'autres études, etc., on tend vers quelque chose. Voilà, il y a différentes. Il y a le pire et il y a le moins pire, on va dire. L'idée, c'est de limiter au maximum les émissions de CO2, donc limiter les consommations, et notamment les consommations d'énergie fossile. Un bref aperçu de ce que représentent les consommations. L'habitat, c'est 31% environ des consommations en France, tout ce qui est résidentiel, que ce soit de la maison individuelle ou du logement collectif. Donc c'est pas rien, il y a un gros levier à ce niveau-là. Le deuxième, c'est le transport. Malheureusement, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est pas le sujet du jour. Et il y a aussi un enjeu financier, on l'a bien vu cette année. Bizarrement, depuis la crise de l'Ukraine, on a beaucoup plus de gens qui nous appellent. Sur le coût de l'énergie, sur comment réduire ses factures, etc. C'est lié au prix de l'énergie. Quand le prix de l'énergie commence à augmenter, on commence à s'intéresser à l'isolation, etc. Et aussi, forcément, c'est aussi un problème social, quoi. Donc plus on fait un travail d'isolation du bâtiment, plus on va réduire les factures et ça ira dans le bon sens, autant pour le porte-monnaie que pour la planète. Il y a un modèle pour ça, il y a des gens qui travaillent sur des modèles, des scénarios, des choses comme ça. En exemple, là, on a le modèle du scénario de Négawatt qui prône en priorité une sobriété. Sobriété, c'est quoi? C'est par exemple ne pas vivre dans une maison de 400 mètres carrés à deux. C'est faire des efforts sur ne pas avoir 4 écrans plats. Là, je reprends des discours qui ne sont pas de moi, mais des personnes qui font des conférences comme ça un peu tous les jours. C'est aussi de l'efficacité, c'est-à-dire avoir des maisons isolées avec des systèmes de chauffage performants, des maisons isolées performantes, une isolation performante. Et c'est aussi aller cibler les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles.
Donc les différentes étapes, premièrement, il faut d'abord évaluer son logement, faire un diagnostic. Un diagnostic, ça peut passer par un diagnostic de performance énergétique, un DPE. Ça peut aussi être un audit énergétique réalisé par un bureau d'études. Ça peut aussi déjà savoir qu'est-ce qu'on a dans notre maison, faire le point sur l'isolation, l'isolant, l'épaisseur, le système de chauffage de quand il date, le chauffe-eau de quand il date. Voilà, et regrouper un peu toutes ces informations-là. Si vous venez nous voir avec déjà toutes les infos, déjà nous, on pourra vous conseiller sur quel type de travaux serait prioritaire. Lequel serait le plus intéressant en fonction de vos moyens aussi. C'est la première étape. En moyenne, ça c'est juste pour montrer les différents types de déperdition et qui vont du coup influencer sur les consommations. Il y a la toiture, mais ça c'est vraiment un schéma, c'est pas pour toutes les maisons valables. Hein. C'est pas, même si votre maison ressemble à ça sur le dessin, ce ne sera pas ça dans la réalité. Donc il y a une partie sur la toiture, une partie les fenêtres. On voit que les fenêtres sont souvent en pourcentage de déperdition bien inférieur au reste. Il y a les planchers bas, c'est-à-dire sur sous-sol ou sur terre-plein ou sur garage ou sur vide sanitaire. Il y a aussi les murs, bien sûr, et il y a aussi la ventilation. C'est aussi une source de déperdition, notamment dans les maisons qui n'ont pas de système de ventilation contrôlé. Et il y a aussi tout ce qui est pont thermique. Et justement, en parlant des ponts thermiques, lorsqu'on fait une rénovation globale, forcément l'idéal, ça va être d'aller vers une rénovation globale plutôt que faire étape par étape. Le fait de faire une rénovation globale, ça va pouvoir justement permettre de traiter un petit peu tous ces petits ponts thermiques. On va vraiment pouvoir aller dans le détail dans la rénovation et faire une rénovation qui permettra vraiment de réduire fortement les consommations. On sera sur une rénovation, ce qu'on appelle performante. Parce que lorsqu'on change des fenêtres, par exemple, si une maison, on change les fenêtres et qu'on n'a pas de système de ventilation, une vieille bâtisse des années 60, avant de changer les fenêtres, on avait une aération naturelle qui se faisait par défaut d'étanchéité. Si on change les fenêtres et qu'on ne se pose pas la question de la ventilation, on risque de se retrouver avec des problèmes d'humidité dans les pièces avec des champignons. Parce qu'on sera sur une maison beaucoup plus hermétique. Ce qui sera une bonne chose d'un point de vue consommation, mais qui sera une mauvaise chose du point de vue qualité de l'air intérieur. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment regarder dans la globalité pour faire ça correctement. Même si vous ne faites pas tout d'un coup, il y a toujours des solutions pour faire ça étape par étape. Mais l'idéal, ça reste quand même la rénovation globale, qui permet de traiter toutes ces interfaces entre les différents postes de travaux. Un petit point rapide, parce qu'on parle de consommation, mais il faut aussi parler de confort. C'est pour ça qu'on se chauffe, c'est pour être bien. Le confort, qu'est-ce que c'est? Le confort thermique, ça va être la moyenne de la température de l'air qui nous entoure avec la température des parois qui nous entourent. C'est-à-dire que si vous avez des vitrages, des grandes baies vitrées en simple vitrage qui sont peu isolantes, la vitre elle va être froide et vous aurez beau chauffer à 22, si votre vitre est à 15, la température ressentie sera la moyenne entre 22 et 15. Donc, autour des 18. Alors que vous chaufferez à 22, ce qui est complètement interdit aujourd'hui. Entre parenthèses. Ensuite, on va essayer de faire une isolation efficace. L'isolation la plus efficace, ça va être l'isolation par l'extérieur. Clairement, ça évite tous les problèmes de condensation et de moisissure qu'on peut avoir à l'intérieur du mur. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais le fait d'isoler par l'extérieur, vous avez le mur qui soit en bois ou en parpaing ou en béton ou en pierre, le mur va rester chaud parce qu'il sera isolé de l'extérieur, il aura un manteau. Et du coup, ça va permettre d'apporter une inertie au bâtiment. Et du coup, ça va éviter d'avoir des fluctuations trop importantes au niveau du chauffage. Ça va réduire les différences de température. Et donc, pour l'isolation efficace, nous, on va plutôt vous préconiser, il y a des minimums pour tout ce qui est aide financière. Le minimum national, c'est un R de 3,7, c'est une résistance thermique de 3,7. Donc, c'est sa capacité à isoler, à l'isolant. Nous, on va plutôt préconiser un minimum de 4. Et si vous voulez vraiment aller vers la rénovation performante, ce sera un R de 5 pour les murs. Il y a les mêmes ratios pour la toiture
Et donc toiture, c'est 7,5. Donc ça équivaut à peu près à 30 cm d'isolant. En moyenne, parce qu'en fonction de l'isolant, ce sera des épaisseurs différentes. Et il y a également le plancher bas, donc la dalle qui donne soit sur terre-plein, soit sur sous-sol, soit sur vide sanitaire. Là, ce sera plutôt 10 cm d'isolant en moyenne. Il faudra surtout regarder la valeur R de 3,5 minimum. Donc comme ça, le R, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Hein, c'est une valeur théorique, mathématique. Et en fait, il faut savoir que les fabricants de matériaux, ils donnent la valeur R pour telle épaisseur. Et quand vous sollicitez un artisan pour faire des travaux, il faut échanger avec lui sur cette valeur R qu'il est censé mettre sur le devis, enfin qu'il devra mettre sur le devis, qu'il devra faire afficher sur le devis. Moi, ça me convient, ouais. Les deux, ce sera la même chose. Oui, pardon, la question, quand on parle de toiture, est-ce que c'est l'isolation des combles ou juste la partie toiture? C'est les deux, c'est les mêmes caractéristiques qu'il faut respecter. Bonne question. Est-ce qu'on doit prendre en compte, quand on parle de R4, est-ce qu'on prend en compte la valeur de l'isolant existant? Tout ce qui est aide financière, il regarde la valeur qui est rajoutée. Donc il faudra bien rajouter un isolant de R égale 4. Après, si vous êtes sur un mur en parpaing qui n'est pas isolé, vous isolez en R4 minimum. Un R de 3,7, ça passera pour les aides de l'État. Mais quitte à faire des travaux, la différence de prix entre un isolant qui fera un R de 3,7 ou un isolant qui fera 4,5, la différence, ça ne sera pas monstrueuse. Ce ne sera pas du kit tout double. Donc, quitte à isoler, autant y aller franchement, sauf quand on a des contraintes. Oui. Non, faut rajouter. Faut rajouter, ouais. Ouais. Donc pourquoi isoler par extérieur? J'en ai parlé un peu rapidement. Là, on voit en bas sur les photos un immeuble avec isolation et avant isolation. On voit tout de suite les ponts thermiques. Vous voyez la photo où il y a le mur en violet. Juste à côté, il y a un mur en jaune et orange. On voit des traits horizontaux et verticaux. Ça, en fait, c'est les dalles. Les dalles et les murs de refend qui apparaissent à la caméra thermique. Donc c'est les usagers qui chauffent leur logement et la chaleur passe par les murs et vont dehors. Donc on voit des points comme ça. Ça montre bien en évidence les ponts thermiques en fait. Et après isolation, on a une surface qui est toute plane, on ne voit plus les ponts thermiques. On traite vraiment les ponts thermiques avec l'isolation par extérieur. Donc après, il y a différentes techniques, il y a différents isolants possibles. En fonction du budget, en fonction des contraintes techniques également. Oui. Oui, alors effectivement, il y a certains quartiers, la dame a dit, où il est interdit d'isoler par extérieur. Effectivement, ça, tout ce qui est isolation par extérieur, il faut se diriger auprès de la mairie, auprès du service urbanisme, pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Il y a l'histoire aussi de conservation du patrimoine qui intervient sur ces sujets-là. Et du coup, il faut faire attention faut respecter ces choses-là. Et il y a des endroits où on n'a pas le droit de faire l'isolation par extérieur, effectivement. Il y a des contraintes d'urbanisme. Ensuite, au niveau toiture, donc là on est bien sur la toiture et pas sur les combles. L'idéal, c'est de partir sur une méthode d'isolation, ce qu'on appelle le stacking. C'est venir rajouter des panneaux d'isolant sur les chevrons. Donc on enlève la couverture actuelle, on enlève les lithos, on enlève le pare-pluie, qui est censé être là normalement, et on va venir rajouter par-dessus le chevron des isolants, environ une bonne vingtaine de centimètres. Souvent, on en profite pour compléter entre les chevrons. On rajoute l'isolant, c'est souvent des panneaux rigides. Après, c'est pareil, il y a possibilité de créer des sortes de caissons et mettre des isolants, comme on voit là, des panneaux semi-rigides, ou voire même des isolants en vrac. Mais ça nécessitera pour ça de faire des sortes de poutres en I. Je n'ai pas le schéma ici.
Mais il y a toujours des possibilités. Après, c'est le budget qui définit les solutions techniques. Et non, là, on ne démonte pas toute la toiture, mais on enlève les tuiles, c'est déjà pas mal. Hein. Enlever les tuiles, enlever les lithos, enlever le pare-pluie, c'est déjà... Et du coup, il y a surélévation de toiture, et du coup, il y a des marches en mairie également, enfin en service urbanisme, parce que ça modifie l'esthétique extérieure. Alors ça, ce sera efficace si vous avez des pièces habitées directement sous les rampants. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez des combles perdus, un grenier qui n'est pas habité, pas chauffé, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Il vaudra mieux mettre l'argent sur l'isolation du plancher des combles. Et là, en plus, vous pourrez faire quelque chose de pas mal avec le budget. Et par contre, ce sera un peu l'équivalent de l'isolation par l'extérieur des murs, en fait. Là, c'est l'isolation extérieure de la toiture. Ça permet de traiter tous les ponts thermiques. Là, c'est plus compliqué. Ouais, effectivement. Ouais, ça, c'est des sujets qu'il faut aborder avec l'artisan, voir les différentes techniques possibles pour pouvoir isoler la partie importante à isoler. Ouais. Ensuite, le lot menuiserie. Attention avec la menuiserie. Le fait de changer les menuiseries, ça peut empêcher une future isolation par extérieur performante. Si vous avez projet de faire des travaux chez vous, appelez-nous avant de décider quoi faire. Le fait d'isoler, on le voit sur les petits dessins, c'est pas très explicite malheureusement, c'est assez petit, surtout si vous êtes au fond. Mais on voit sur le petit dessin où c'est barré en rouge, il y a une fenêtre et il n'y a pas d'isolant. Il y en a sur le dessin juste à droite, là il y a de l'isolant. Sur les rebords de fenêtres, sur tout ce qui est tableau de menuiserie, une petite couche d'isolant. Donc le fait de changer les menuiseries, il ne faut pas que ça puisse empêcher une isolation future. Des tableaux de menuiserie qui permettraient de faire une isolation performante et traiter vraiment ça de manière correcte en fait. Et ensuite, ben, la menuiserie, il faut qu'elle respecte des caractéristiques techniques UW et SW. UW, c'est l'équivalent du R, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus la valeur est petite, plus ce sera isolant. C'est l'isolation de l'ensemble de la fenêtre. Verre plus châssis. Et ensuite, il y a aussi un choix à faire au niveau du placement de la fenêtre par rapport au mur. De plus en plus, ça faut voir avec les services urbanisme si c'est possible, mais l'idéal c'est d'aller placer la fenêtre côté extérieur, au nu extérieur du mur pour pouvoir faire l'isolation et on vient recouvrir la fenêtre avec l'isolation. C'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup encore, mais c'est vraiment l'optimum d'un point de vue performance. Un sujet qui fait encore un peu débat, mais qui est pourtant très très important, c'est l'étanchéité à l'air. Aujourd'hui, on va chercher à faire des bâtiments étanches à l'air pour éviter que la chaleur sorte dehors, de manière à travers les défauts d'étanchéité des fenêtres, des choses comme ça. Pour ça, il y a plusieurs liaisons auxquelles il faut faire attention. C'est tout ce qui est liaison avec l'électricité. Un simple trou dans un mur, ça va faire ça va attirer l'air frais qui vient du tableau électrique s'il est dans le garage par exemple. Donc il y a vraiment un boulot comme ça à faire au niveau de l'étanchéité à l'air avec des membranes des membranes d'étanchéité à l'air, pardon. Au niveau des menuiseries, il y a des liaisons aussi auxquelles il faut faire attention, des menuiseries qui doivent être posées avec les joints compris-bandes. Il doit également y avoir des membranes d'étanchéité à l'air posées après l'isolant qui viennent être scotchées sur les menuiseries. Il y a pas mal de petits détails techniques comme ça. Donc lorsqu'on isole, c'est pas simplement un isolant et du placo, c'est aussi une membrane et c'est aussi une étanchéité à l'air. Comment va être traitée cette étanchéité à l'air? On a différents produits d'étanchéité à l'air, donc des membranes, comme je disais, qu'on voit sur la photo, la membrane blanche là, qui va ensuite être scotchée avec des adhésifs spécifiques. Ce ne sera pas du scotch orange de chantier. Et avec du coup des points spécifiques comme les passages de poutres bien scotchés, le bois vers membrane, tout ce qui est passage de gaine également.
les conduits de cheminée, de poêle également. Sinon, il y a d'autres solutions, c'est également les matériaux. Les matériaux de construction qui peuvent parfois faire office d'étanchéité à l'air, pas n'importe lesquels. Là, on est sur de l'OSB, ça ce sera correct si c'est bien scotché avec l'adhésif prévu pour. Ou ça peut se faire aussi avec lorsqu'on fait des isolations, alors ça c'est plus en autoconstruction, mais tout ce qui est isolation à base de paille, souvent on finit avec des enduits à l'intérieur, et c'est les enduits qui vont venir faire l'étanchéité à l'air. Ensuite, un autre point important, c'est la ventilation. Donc pourquoi la ventilation? Premier rôle de la ventilation, ça va être d'évacuer l'humidité. Il faut savoir, dans les bâtis anciens, quand on vivait avant 1900, c'était des maisons qui étaient peu étanches à l'air, et ils n'avaient pas de soucis. Par contre, ils avaient une cheminée, ils mettaient du bois dedans, ils ne faisaient pas la température qu'il fait aujourd'hui dans nos maisons, c'est clair. Mais le bâtiment était ventilé de manière complètement naturelle, via la cheminée et les défauts d'étanchéité qu'il y avait partout. Aujourd'hui, on cherche plutôt à diminuer nos consos. On cherche plutôt du coup à faire en sorte que la chaleur ne sorte pas dehors par les courants d'air. On rend le bâtiment plus étanche à l'air, comme j'ai dit précédemment. Mais le fait de rendre le bâtiment plus étanche à l'air, il va y avoir de l'humidité dans le bâtiment. Et cette humidité, il faut absolument qu'elle sorte. Et c'est la ventilation qui joue ce rôle-là. Donc ça veut dire évacuer l'air humide et aussi évacuer l'air vicié, qui peut provenir de la combustion de différentes choses. Je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les fumeurs, par exemple. Mais c'est aussi renouveler l'air intérieur avec de l'oxygène. Lorsqu'on respire, on dégage du CO2. Donc c'est bien d'avoir de l'oxygène pour respirer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les écoles. Les problèmes de CO2 dans les classes de classe, c'est vraiment un sujet important en fait. Là, on parle du logement, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, la ventilation, c'est aussi ça. C'est aussi ramener de l'air propre, de l'air avec de l'oxygène. Et du coup, après, on a différents systèmes. Oui, là, il y a eu un petit texte sur l'humidité qu'on dégage en prenant les douches, en faisant cuire de l'eau, en respirant, etc. Ou en faisant du sport aussi. Après, il y a plusieurs systèmes de ventilation. Là, je vais juste en citer deux. Le plus courant, ça va être la simple flux. Donc, c'est un bloc de ventilation en aspirateur qu'on va mettre dans le grenier. Attention, mettez pas votre aspirateur. Je parle vraiment d'un bloc de ventilation fait pour. Et donc, qui va venir aspirer les pièces humides. Donc, toilette, salle de bain, cuisine, buanderie, s'il y a. On vient venir aspirer l'humidité de ces pièces-là et on va venir souffler de l'air, souffler, non, justement, cette aspiration va venir faire entrer de l'air via les pièces sèches qui sont les bureaux, les chambres, les salons. C'est les petites flèches bleues sur le schéma. Et ça va passer par les entrées d'air qui sont au niveau des menuiseries. Et attention, il ne doit pas y avoir d'entrée d'air dans les menuiseries des pièces humides. Les fenêtres qui sont dans la salle de bain, toilette, cuisine ne doivent pas avoir d'entrée d'air, afin que l'air balaye vraiment l'ensemble du bâtiment. Deuxième système, ça va être la ventilation double flux qui est plus compliqué à poser en rénovation, parce que comme précédemment, on va aspirer dans les pièces humides, mais on va également souffler via ce même bloc, souffler l'air dans les pièces sèches. Au lieu d'avoir des entrées d'air dans les fenêtres, dans les pièces sèches, on va venir souffler en provenance du bloc. Et ce bloc, il a la particularité de récupérer les calories avant de rejeter l'air qu'on a aspiré dans les pièces humides. On va récupérer la chaleur pour préchauffer l'air qu'on va souffler dans les pièces sèches. Donc ça c'est très intéressant, mais il y a la contrainte de poser le bloc, parce qu'il faut l'entretenir au moins 2 fois par an, nettoyer les filtres. Et il y a aussi la contrainte de tirer les gaines. Il y a double gaine à tirer.
Et il y a aussi la contrainte d'étanchéité à l'air. C'est-à-dire que si vous avez des courants d'air froid qui passent par vos fenêtres, vous allez rien récupérer comme chaleur dans votre bloc, et du coup, il n'y aura aucun intérêt. Donc ça nécessite un bon travail d'étanchéité à l'air avant. Là, on va passer rapidement sur les systèmes de chauffage, différents systèmes de chauffage. Les systèmes de chauffage. Donc là, on a une petite liste. La plus connue en ce moment, c'est les packs RO. C'est un peu la star actuelle. La pompe à chaleur. Ah, j'ai dit pack. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Ouais, c'est une pompe à chaleur. Oui, tu as raison. Pompe à chaleur RO, les chaudières granules, il y a aussi les chaudières gaz condensation. Après, on a aussi les systèmes indépendants comme les poêles à bois, poêles bûches, poêles granules, qui peuvent servir de chauffage dans les petits volumes. Et également un petit brief sur les systèmes solaires, comment ça fonctionne, et la régulation dont on ne parle pas forcément souvent aussi. Donc avant de parler de système de chauffage, juste une comparaison des énergies au kilowattheure consommé, 10 000 kWh consommés, pardon. Voilà ce que ça dégage en quantité de dioxyde de carbone, en CO2. Donc c'est clair que les énergies fossiles comme le fuel, c'est quelque chose dont il faut qu'on arrive à se débarrasser. Le gaz d'origine fossile également. Et ensuite l'électricité et le bois qui est considéré aujourd'hui comme une énergie dégageant peu de CO2 car le bois qu'on brûle, il va dégager le CO2 qu'il a en amont absorbé. Et si on le coupe et qu'on refait pousser des arbres, les nouveaux arbres vont absorber le CO2 qu'on est en train de brûler. Donc il y a une sorte d'équilibre comme ça qui se fait. Donc la pompe à chaleur qui fonctionne à l'électricité. La particularité de la pompe à chaleur, il faut prévoir un budget entre 13, 18, 20 à peu près, ça dépend de la puissance exigée. Hein. Si vous avez une maison de 400 mètres carrés, ce sera au-dessus de ça, forcément. Donc le fonctionnement, c'est on va faire marcher un compresseur, on va faire bouillir un gaz qui va bouillir pas à 100 degrés comme l'eau, mais plutôt à moins 5 degrés. Et donc quand on le met dehors, il va tout de suite bouillir et une fois qu'il sera à l'état gazeux, à l'intérieur on va l'écraser, on va le comprimer et comme lorsqu'on gonfle un vélo avec une pompe, il y a de la chaleur qui se dégage au niveau de la pompe et bien là ça va être la même chose. Le fait de comprimer le gaz il va réchauffer, il va créer de la chaleur et on va utiliser cette chaleur pour chauffer l'intérieur. Donc du coup on va avoir une consommation d'un compresseur qui va compresser le gaz et qui va dégager beaucoup plus de chaleur qui va utiliser d'électricité. Donc il y a vraiment un gain énergétique qui fait grâce à ce système-là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est sur les... Enfin, l'inconvénient. Un inconvénient, on est sur l'énergie électrique et surtout, ça nécessite quelques conditions. Il faut être dans des maisons plutôt bien isolées et plutôt des températures basses, comme plancher chauffant ou radiateur basse température, aux alentours de 35-40 degrés. Je vais vous montrer après. Le principe, c'est que ça a un coefficient de performance. Le compresseur, il va consommer, par exemple, 1 kWh d'électricité pour produire 3 kWh de chauffage, disons. Il aura un COP de 3. C'est le coefficient de performance. Ce COP, il est donné par les constructeurs à des températures extérieures et des températures d'eau. En fonction de la température extérieure et de la température d'eau, vous allez avoir des COP différents. Et du coup, une pompe à chaleur sera très performante sur les températures basses. Ce sera beaucoup plus facile pour elle de faire une eau à 30-35 degrés qu'une eau à 55, 60, 70 degrés. Là, elle sera beaucoup moins performante, vous ferez beaucoup moins d'économie d'énergie. Votre compresseur, au lieu d'utiliser 1 kWh, il va consommer 1 kWh d'électricité, il ne va pas produire 3 kWh de chauffage, il va produire 2 kWh de chauffage. Si vous lui demandez à 60 degrés, par exemple. Donc la condition de la pompe à chaleur, ça fonctionnera si vous avez des émetteurs basse température, soit plancher chauffant, soit radiateur basse température. Sinon, le risque, c'est de se retrouver avec des factures d'électricité
légèrement inférieures à vos factures de fuel que vous aviez avant, par exemple. Il faut également un logement bien isolé. Il faut qu'elle soit aussi correctement dimensionnée. Ça, c'est vraiment important. Une pompe à chaleur, si elle n'est pas bien dimensionnée, elle va pas durer, elle va durer moins longtemps. Elle va faire des cycles courts. Et du coup, si elle fait des cycles courts, elle ne marche pas bien longtemps. Enfin, c'est une technologie assez précise. Donc, ça a besoin d'être dimensionné précisément. Il faut éviter l'unité extérieure, que l'unité extérieure, la partie, le grand ventilateur hein, qui est placé à l'extérieur, faut éviter le nord. C'est là où il y a le plus d'humidité. Et c'est là où il y a le moins de calories à récupérer aussi. On passe à la chaudière granulée, donc chaudière automatique. Là, on est sur un budget entre 18 et 25 000 euros à peu près. Ça remplace facilement les chaudières fuel. Souvent, les chaudières fuel, on a une cuve. Quand c'est une cuve en sous-sol, l'emplacement de la cuve sous-sol peut prendre la place, peut être remplacé par un silo à granules, et on met la chaudière qui peut être maximum à 20 mètres. Il y a des systèmes d'aspiration entre le silo et la chaudière qui permettent d'aspirer le granule, et du coup ça permet de passer à travers un mur. Voilà, il y a 10 mètres de distance maximum entre le silo et la chaudière. Donc ça va très bien, on est vraiment sur des systèmes qui ont des puissances plus modulables, contrairement à la pompe à chaleur qui nécessite un dimensionnement précis. Là, c'est des puissances un peu plus modulables. On a plus de marge. Par contre, ouais, il n'y aura pas forcément... c'est à partir de 3 kW, en général, les puissances minimales. 3 kW, c'est déjà une toute petite maison ou très 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 bien isolée. Ça peut également faire l'eau chaude. Donc voilà des exemples de silos. Pardon. Des exemples de silos, donc des silos en tissu. Il y a aussi des silos qu'on peut faire soi-même avec des plaques OSB, des choses comme ça. Des silos tout faits avec des plaques qui viennent faire une sorte de profil en V. Avec la chaudière. Voilà. Et sur le premier dessin, tout en haut à gauche, on voit un tuyau qui passe en haut, au plafond. Donc ça, c'est le tuyau d'aspiration qui va venir aspirer les granulés et les envoyer à la chaudière. Sachant que les chaudières, elles ont des petits réservoirs quand même. Donc, en fait, elle va aspirer le granule pour remplir son petit réservoir. Et une fois que la chaudière aura brûlé tout son réservoir, hop, elle va relancer un cycle d'aspiration. Attention, sur ce type d'installation, il ne faut pas avoir la chambre à côté du silo. La partie aspiration peut faire du bruit. Mais la partie chaudière en elle-même n'est pas si bruyante que ça, en tout cas. Ouais, vous avez une question ? Rendement supérieur à 100%, ça c'est une histoire d'énergie calcul en PCI et PCI, PCE. En gros, vous avez des très bons rendements. Ouais, je n'ai pas fait attention à... Ouais, sur les modèles à condensation, ce qui se fait aujourd'hui, de toute façon. Bon, en tout cas, on a des très bons rendements. Je m'excuse, je ne suis pas très calé sur les chaudières, sur ces histoires de rendement. Après, vous avez les chaudières à gaz. Les chaudières à gaz très haute performance qui vont permettre de récupérer de l'énergie au niveau de l'évacuation des fumées. Donc c'est vrai que cette année, il y a eu pas mal de bouleversements dans le milieu du gaz. Après, il y a quand même l'espoir du gaz vert qui pourrait arriver sur le marché en espérant que ça se démocratise. Quand on arrive au chauffage individuel bois, du coup on passe tout de suite à l'émission de particules, l'émission de particules fines. Là c'était juste un tableau pour montrer, pour comparer l'émission de particules fines entre les cheminées à foyer ouvert
Et les chaudières, par exemple, collectif bois, qui sont tout en bas, qui ont des filtres spéciaux, etc. Les inserts ou poêles bûches d'après 2002. Donc on voit quand même qu'il y a des énormes progrès qui sont faits. Et lorsqu'on part sur une énergie bois performante d'aujourd'hui, c'est autre chose que le vieux foyer qu'on avait dans nos maisons dans les années 80, même avant, juste simplement avant 2000, quoi. Donc il faudra bien choisir son appareil, que ce soit granulé ou bûche. Donc il faudra forcément qu'il y ait une puissance adaptée. Et aujourd'hui, on fait aussi des poêles étanches à l'air. Parce qu'effectivement, dans des maisons bien isolées et bien étanches à l'air, si on met un poêle classique, lorsqu'on met la ventilation étant en route, il peut y avoir des problèmes de combustion. Donc on va chercher l'air à l'extérieur. Au lieu de la prendre, au lieu d'avoir une entrée d'air dans la pièce où se trouve le poêle, on va chercher l'air à l'extérieur. Donc ça demande un conduit supplémentaire. Ou alors des fois c'est le conduit de cheminée, d'évacuation des fumées, pardon, qui peut être doublé et vous avez une entrée d'air qui se fait par ce conduit-là. Et par contre, ce qui sera vraiment important, ce sera du coup le label Flamme Verte 7 étoiles qui garantit le côté peu d'émissions de particules fines et très bon rendement. On passe au système solaire thermique. Donc aujourd'hui, quand on parle solaire, on pense tout de suite aux panneaux solaires photovoltaïques, mais c'est vrai qu'il existe aussi le solaire thermique qui existe depuis bien longtemps, les années 70 je pense. Donc c'est quoi? C'est des panneaux avec des petits tuyaux d'eau qui passent à l'intérieur. Ces petits tuyaux d'eau vont être chauffés par le soleil et ça va permettre de chauffer des ballons d'eau chaude ou voire même des ballons tampons qui peuvent préchauffer les maisons via un système de plancher chauffant. Donc il y a deux systèmes, il y a pour l'eau chaude ou alors carrément le chauffage. Donc le chauffe-eau, on appelle ça un CESI, et le chauffage, on appelle ça souvent un SSC, un système solaire combiné. Donc les avantages, c'est qu'on est sur une énergie complètement renouvelable, donc du printemps à l'automne, l'eau chaude. Moi je dis qu'elle est gratuite, hein. Une fois qu'on a payé le système, elle est gratuite, à part les petits circulateurs qui vont consommer de l'électricité. C'est de l'eau chaude gratos. Donc ça va permettre de couvrir 30 à 50% des besoins de chauffage et d'eau chaude en fonction des configurations, en fonction des besoins aussi, et en fonction de la disposition de la maison, de l'orientation. Donc forcément, si vous avez une toiture qui est plein sud, là ce sera vraiment pertinent. Si vous avez une toiture qui est divisée est-ouest et qui a des arbres à côté et peut-être des immeubles et des montagnes, là il faudra peut-être penser à autre chose. C'est des choses qu'il faut faire des études pour ça. Enfin, faut faire une étude par un installateur pour évaluer si c'est intéressant ou pas de le faire. Alors quand il y a de la neige, en fait, s'il y a de l'eau chaude, c'est censé faire fondre un peu la neige. Après, en station, lorsqu'on est vraiment en très haute altitude, l'idéal sera de les mettre un peu plus verticaux, pour que la neige puisse glisser plus facilement, mais aussi pour ce qu'on appelle l'effet d'albédo, c'est-à-dire s'il y a de la neige environnante, on va avoir peut-être plus de lumière provenant du sol que du ciel. Voilà. Mais ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer la neige aussi en altitude. Et par contre, voilà, dans les inconvénients, pardon. Dans les inconvénients, comme je disais, il y a l'orientation, mais ça ne couvre pas l'ensemble des besoins, donc il faudra toujours une énergie d'appoint. On arrive au système de régulation. Donc lorsqu'on installe un nouveau système de chauffage, c'est important de se poser la question de la régulation. Donc ça passe par un thermostat, et surtout un thermostat programmable. Thermostat programmable, ça va permettre de couper le chauffage la journée quand on n'est pas chez soi, ou du moins pas couper complètement, mais faire une température réduite, et le programmer pour qu'il revienne en route le soir quand on revient du boulot. Ça peut également permettre de couper la nuit lorsqu'on dort, et de rallumer le matin avant le réveil pour qu'il fasse chaud pour pouvoir déjeuner tranquillement. Ça passe par ça passe aussi par des robinets thermostatiques. Donc là, bien sûr, on est sur des systèmes de chauffage hydraulique, hein,
avec des radiateurs hauts. Donc des robinets thermostatiques qui vont réduire le débit dans le radiateur en fonction de la température. S'il fait chaud dans la pièce, le débit va se refermer un petit peu. Et il y a également des vannes thermostatiques programmables qui peuvent, du coup, on peut carrément programmer en fonction de ses horaires. On peut optimiser encore, on peut aller encore un peu plus loin. Oui, bonne idée, ouais, on va faire questions-réponses. Ouais. Il y a déjà eu des questions, mais s'il y en a d'autres, c'est le moment. N'ayez pas peur. Alors si les VMC simple flux, il y a aussi des entretiens au niveau des bouches d'entrée d'air à faire. Au niveau des menuiseries, il faut les nettoyer. Les bouches d'extraction aussi à nettoyer. Ça, c'est tout système de ventilation nécessite un entretien régulier. Voilà, ouais. C'est ça. Et le moteur en lui-même, normalement, vous n'avez pas d'entretien régulier à faire. Ça, à mon avis, c'est bien de le démonter de temps en temps, mais là, c'est pas un contrôle annuel, quoi. Il faut vérifier que le moteur qu'il tourne bien correctement, quoi, qu'il n'y ait pas de frottement, des choses comme ça, quoi. Et la pose des conduits est vraiment importante. Lorsqu'un installateur pose pour les autoconstructeurs ou un installateur, un artisan, il faut vraiment que le conduit soit posé à l'horizontale, que ça ne fasse pas des creux comme ça. Parce que s'il y a un creux, ça va faire une flaque, et au bout d'un moment, la flaque, ça peut faire des dégâts. Oui, ouais, l'approvisionnement des granules. Ouais. Alors, là, il y a un site qui s'appelle Propelay qui donne pas mal d'informations sur ce sujet, qui sont très transparents sur pourquoi ça a augmenté, etc. Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a le facteur que ça fait quelques années qu'il y a des subventions sur les installations granules qui poussent les particuliers à installer de plus en plus de systèmes granules, qui du coup augmentent la demande en granules. D'un autre côté, la filière qui essaye de suivre, qui se développe énormément, mais qui essaye de suivre. Et puis cette année, il y a eu le phénomène avec, malheureusement, il y a un an, il y a eu la peur, comme moi j'appelle ça le phénomène papier toilette du confinement, où il y a eu la peur, les gens qui ont surstocké, et ça a créé encore plus de manque. Voilà. Donc après, ça a créé plus de manque, donc augmentation des prix, parce qu'on est dans un monde d'offres et de demande aujourd'hui. Et du coup, voilà, ça fait grimper les prix. Les prix sont redescendus, mais quand on regarde les courbes, ils ne sont pas redescendus comme avant, ça c'est sûr. De toute façon, pour moi, toutes les énergies, elles sont amenées à grimper. Le niveau de la vie augmente, tout augmente. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait d'isoler, de faire des travaux d'isolation vraiment performantes, on est gagnant en fait à ce niveau-là. Plus les prix de l'énergie vont augmenter, plus isoler sa maison va devenir rentable. Oui, effectivement, j'ai pas évoqué les pompes à chaleur RR. Ouais. Pour moi, les pompes à chaleur RR, on va les préconiser lorsqu'on n'a vraiment pas d'autre choix. Parce qu'on ne sera pas sur un système performant, très très performant. Même s'il y a des pompes à chaleur RR performantes qui existent. Mais on a d'autres systèmes qui sont plus efficaces. Et je sais que, nous on a eu des retours comme quoi des particuliers qui viennent vers nous, qui sont fait installer des pompes à chaleur RR et qui se plaignent un peu de l'inconfort du brassage d'air. Après, c'est sûr qu'il y a différentes gammes de pompes à chaleur RR. Il y a aussi des pompes à chaleur gainables avec d'autres manières de diffuser autre chose que les modules qu'on voit dans les hôtels. Il y a des choses plus classe et plus performants. Mais ouais, et puis on n'est pas dans une région très propice à ça. Et aussi, le gros inconvénient de la pompe à chaleur RR, pour moi, ça c'est mon avis personnel, c'est qu'on a le bouton pour mettre la clim. Et lorsqu'on a le bouton pour mettre la clim, on s'habitue très facilement, à mon avis, à température fraîche l'été. Et on va vite augmenter ses consos. Comment sont gérés les ponts thermiques de balcon? Bonne question.
Ouais, alors soit à la construction, voilà, soit sur une maison ancienne, pour moi c'est radical, soit on fait avec. Donc si le balcon il fait 2 mètres et que vous y tenez vraiment, ben, vous le conservez, ou sinon on le coupe, on le disque et on refait ça avec une structure bois qui vient se poser contre le mur isolé. Mm. Ouais, effectivement, les terrasses extérieures, ça fait aussi un pont thermique. Tout dépend la terrasse à quel niveau. En général, la terrasse elle est à peu près au même niveau que le plancher intérieur. Voilà. Mais l'idéal serait de disquer la terrasse, venir mettre un isolant dedans. Ça, si on va vraiment sur quelque chose de performant, on va là-dessus. Je dis pas qu'il faut disquer toutes les terrasses, je dis simplement que voilà, si on veut aller vers quelque chose de performant, il faut aller vers ça. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, la question c'est du coup, ouais, excuse-moi, j'ai pas repris toutes les questions là. La question c'est les artisans quand ils viennent remplacer la fenêtre, effectivement il y a différentes poses. Il y a la pose en rénovation, on vient disquer les montants, les châssis actuels, et on vient placer une menuiserie, l'insérer dans cet espace-là. Ou alors il y a la pose dépose totale, on vient enlever l'ancienne menuiserie et on remplace, on fait une nouvelle pose quoi, avec des joints comprimantes, etc. Clairement, lorsqu'on veut aller vers une réno performante, on va plutôt choisir la deuxième solution. Ça fait plus de travaux, c'est plus de chantier, parce qu'il faut détruire un peu l'intérieur. Et on vient venir du coup remplacer entièrement la menuiserie, ce qui va permettre de faire une bonne étanchéité à l'intérieur. L'autre solution, c'est effectivement ce qu'on appelle au nu extérieur. Donc on va venir mettre la fenêtre à l'extérieur. Mais ça, c'est valide si on fait en même temps l'isolation. On ne va pas laisser une fenêtre comme ça à l'extérieur du mur sans isolant. Ah oui, vous ferez pas ça en une journée, ouais. Mais par contre, c'est important que les artisans se communiquent entre eux. Ouais. Mais il faut pas faire les fenêtres un an et puis l'isolation par extérieur 2 ans après. Autant, enfin, ouais, faut, dans la foulée. Il faut que les deux se fassent ensemble. Ou alors attendre pour faire les fenêtres et faire dans 2 ans. Ah, ouais, il y a des aides. Bah, du coup, on va bientôt attaquer le sujet. Tu prends, c'est dur. Alors, vous demandiez si il était pertinent d'échelonner les travaux. Non, justement, c'est le contraire. Les aides, elles vont encourager à la rénovation globale d'un seul coup. Je vais expliquer juste après rentrer dans le détail au niveau des aides. Les crédits d'impôt, non, ont été remplacés par MaPrimeRénov' dont je vais parler. Alors, ouais, le déphasage, pour moi, il sera vraiment important au niveau de la toiture. S'il y a un choix à faire au niveau vraiment important à faire, c'est au niveau de la toiture. Là, il faut mettre un matériau avec du déphasage. Donc, plutôt laine de bois, fibre de bois, ouate de cellulose. Ouate de cellulose en priorité. Et sur les murs, l'impact, s'il y a vraiment un problème de budget, du coup, il faudra faire avec ce que vous avez en budget. L'idéal serait quand même de partir sur la fibre de bois ou de la ouate de cellulose. On est sur des matériaux qui sont plus chers, mais surtout c'est des matériaux biosourcés. Mais c'est sûr que ça coûte cher. Il y a une question au fond, oui. Est-ce qu'on peut installer une pompe à chaleur et RO dans une maison chauffée électriquement? Si vous posez des radiateurs ou si vous refaites le plancher chauffant, là ça engage des travaux. Donc si vous avez un sous-sol ou un vide sanitaire, vous pouvez tirer un réseau d'eau pour créer un réseau de radiateurs éventuellement. C'est un billet, ce sera quand même un billet important.
Mais l'avantage, c'est qu'après, vous serez vous pourrez changer d'énergie, vous aurez le choix. Alors qu'aujourd'hui, en tout électrique, vous êtes en tout électrique. Vous n'avez pas vraiment de levier Mais en priorité, il faudra se pencher d'abord sur l'isolation. Oui, si vous avez une loi d'eau de 60 degrés ou 55 degrés, oui, mais si vous êtes sur une chaudière gaz, moi j'aurais tendance, enfin faut voir, après il faut faire le point sur l'ensemble de la maison, mais ça se fait de remplacer une chaudière gaz par une chaudière gaz haute performance, très haute performance. Bonne question. Alors, est-ce que notre service est payant? Non, c'est un service public de la rénovation énergétique. On vous donnera tout à l'heure nos coordonnées sur la dernière slide pour vous donner les derniers conseils avant de vous lancer et les bons réflexes pour commencer. Est-ce qu'il y avait encore une dernière question ou est-ce que j'enchaîne sur les aides, ce qui ne nous empêchera pas de reprendre des questions à la fin? Oui. Non, vous n'êtes pas pénible. J'ai dit oui, mais je voulais... C'était oui, madame, allez-y. Pour moi, ça aura peu d'impact sur le chauffage. Parce que les moments où vous aurez, en tout cas pas le chauffage d'hiver. En général, quand on chauffe, c'est plutôt l'hiver d'ailleurs. Et parce qu'en fait, les jours où les panneaux vont le moins produire, sera sûrement les jours où vous aurez plus besoin de chauffage et vice-versa. Donc l'investissement va pas forcément, enfin, faut pas s'attendre à réduire vos factures de chauffage. Ça va avoir peut-être un impact ponctuel sur certaines journées, mais les panneaux photovoltaïques pour nous, c'est plutôt un moyen de réduire vos factures générales en fait. Votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre frigo. Des choses comme ça qu'on va faire tourner en journée. Éventuellement d'autres choses sanitaires. Mais si vous avez déjà un chauffe-eau solaire... Mais ça ne veut pas dire ne pas installer panneaux solaires photovoltaïques. Hein. Ça veut dire en installer, mais dimensionner juste pour vos besoins électriques journaliers. Sur le chauffage, sur l'impact sur des radiateurs électriques, ça n'aura pas d'impact. C'est vrai que là, on n'en parle pas. Pour moi, ça ne fait pas partie de la rénovation énergétique. C'est une optimisation une fois qu'on a fait tout ce boulot-là, quoi. C'est vrai que j'ai parlé que du système solaire thermique. Ouais. Ouais. Une des solutions, après il faut voir le projet, enfin il faut voir l'immeuble, etc. Mais une des solutions, c'est venir isoler le plafond des garages si vous avez les garages en dessous, par exemple. Ça, c'est une des solutions. Il y avait une question au loin. Ouais. Ouais. Pour moi, l'idéal, les pompes à chaleur, c'est de les mettre avec un ballon tampon. Ça permet de faire des cycles un peu plus longs et du coup de ne pas faire des cycles courts, ce qu'elles n'aiment pas faire. Donc effectivement, les pompes à chaleur couplées à un ballon tampon, ça augmente le prix de l'installation par contre, mais ça permet de temporiser un peu plus voilà, ça va permettre de faire des cycles un peu plus longs. Un ballon tampon, est-ce que ça s'adapte sur une vieille pompe à chaleur? Là, j'ai pas les compétences d'un plombier à ce niveau-là, mais j'y vois pas de contraintes comme ça. À premier abord, j'y vois pas de contraintes. Enfin, à part des contraintes de raccord, des choses comme ça, mais faut voir avec un spécialiste. J'ai peur de dire des bêtises. Je prends peut-être le relais sur la partie subvention et puis on reprendra des questions tout à l'heure, si ça vous convient.
Au niveau des aides financières, c'est le bazar, les aides financières, vous le savez peut-être. Je ne vais pas vous faire une intervention où je vais vous expliquer tous les systèmes d'aide. Je vais surtout vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment nous on intervient, et vous donner quelques petites clés de sensibilisation sur ce à quoi il faut penser quand on engage des travaux chez soi. En fait, actuellement, depuis 2020, il y a eu une grande démarche de simplification, entre guillemets, selon les mots du gouvernement, des aides, et du coup, elles portent actuellement toutes le même nom. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend dans MaPrimeRénov'. Mais l'idée, c'est que surtout vous nous contactiez, parce qu'ensuite, nous, à la fois côté ASDER et côté Solia, on oriente votre projet en fonction de son éligibilité. Comme ça, vous n'avez pas à nous, on va chercher les aides les plus optimales pour votre projet en fonction de vos besoins et en fonction de votre projet. Donc les aides, elles vont varier en fonction de vos ressources, en fonction de votre situation, que vous soyez en maison individuelle, en copropriété, que vous soyez en propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Et elles varient également selon les financeurs. Donc il y a des financeurs qui sont publics, il y a aussi des financements privés que je vous décrirai tout à l'heure. Et donc voilà. Au niveau des subventions, la principale différence pour les subventions à la rénovation énergétique, c'est selon si vous soyez sur une rénovation poste par poste ou sur une rénovation globale. Là, on vient de vous présenter l'ensemble des postes auxquels il faut penser quand on rénove une maison. Donc, on n'est vraiment pas uniquement sur un changement de mode de chauffage. On est sur penser sa maison ou son logement dans un ensemble et faire en sorte d'avoir l'action la plus globale et la plus pertinente sur le logement pour, in fine, diminuer les besoins de chauffage. Donc, Nicolas en a déjà parlé, mais l'objectif, c'est bien de diminuer les besoins en chauffage et d'être plus sobre dans sa maison pour moins dépendre et moins être touché par l'augmentation des coûts de l'énergie qu'on connaît actuellement. Donc des fois, effectivement, c'est bien une rénovation par petites touches qui va être pertinente si vous avez bien déjà réalisé tout le reste. Et des fois, il n'y a plus que le chauffage à remplacer, donc allez-y. Mais nous, on a besoin d'étudier un petit peu tout le projet pour nous assurer qu'il n'y a pas un gisement de travaux possibles par ailleurs et qui ne serait pas plus intéressant. En fait, donc les deux systèmes principaux d'aide de l'État, MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité, qui sont des systèmes de financement pour les maisons individuelles. Pour les copropriétés, c'est différent. Je pourrais en parler après. Ces deux systèmes se différencient. MaPrimeRénov' finance des travaux poste par poste et MaPrimeRénov' Sérénité finance des travaux d'économie d'énergie globaux sur tout le logement. Donc il va falloir faire un gain minimum de 35% après travaux. Donc ça, c'est une simulation qu'on fait en fonction de l'existant et en fonction des travaux qui sont prévus. Et à partir de cette simulation, si on fait plus de 35% de gains énergétiques après travaux, on peut bénéficier de l'aide de MaPrimeRénov' Sérénité. Donc ces 35%, c'est un projet ambitieux. Ça nécessite de prévoir des travaux d'isolation, de réfléchir poste par poste, d'étudier la mise en place d'une ventilation, de regarder s'il ne faut pas en plus isoler les combles ou le plancher bas, et donc de ne pas uniquement réfléchir sur le chauffage. À ce niveau-là, donc ces subventions, nous, on est habilité à aller les chercher. En fait, on intervient dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, financée par Arliser et par l'ANA. C'est le même type de dispositif que l'ASDER, cette OPA, le cycle c'est OPA.
permet de financer l'accompagnement qui est gratuit et neutre pour vous. Donc vous n'avez pas à payer notre intervention. Mais permet aussi de financer des aides aux travaux. Nous, du coup, notre mission à Solia, elle consiste à vous conseiller, à vous accompagner dans votre projet, à vous donner des indications sur les types de travaux qui seraient les plus adaptés à vos besoins, à vos ressources, à votre budget et à la configuration de votre maison. Donc on conseille, et notamment par une visite à domicile, et on accompagne ensuite au montage des dossiers de subvention et de toutes les subventions qui sont possibles. Donc ce travail-là, il est gratuit. Attention à ne pas passer par un autre accompagnateur qui vous ferait payer un accompagnement où probablement il irait moins loin parce qu'il ne pourrait pas aller chercher toutes les aides. Donc voilà pour ce qui est de notre accompagnement. Juste sur le versement des subventions, on accompagne aussi donc au moment des différents versements des subventions. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, les aides, elles ne sont pas forcément toutes versées avant les travaux, ce qui peut poser des problématiques pour vous pour financer vos travaux. La raison, elle en est simple, c'est que les financeurs, ils ont besoin d'avoir la certitude que les travaux ils aient bien été réalisés avant de vous payer. Donc parfois, il y a des versements qui sont possibles avant les travaux ou pendant, mais une partie des aides est effectivement versée après les travaux. Donc nous, on accompagne vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce niveau-là. Mais ces aides-là, elles sont garanties par la notification d'une aide envoyée par le financeur. Et dernière chose, sur la démarche, je ne suis pas forcément dans l'ordre de ma diapo, j'en suis désolée. La dernière chose, c'est qu'il faut bien faire attention à ne pas signer de devis avant d'avoir l'accord des financeurs potentiels. Donc, avant, et ça on va le répéter plusieurs fois d'ici la fin de la conférence, avant de vous engager avec un artisan, pensez bien à contacter un accompagnateur pour voir si vous ne seriez pas éligible à des aides. Un accompagnateur, à savoir contacter l'ASDER en premier lieu, qui ensuite renverra si vous êtes éligible vers Solia chez nous. Voilà. Au niveau des financeurs, donc je vous ai parlé des différents systèmes d'aide qui s'appellent MaPrimeRénov'. Ça, c'est les aides de l'État, de l'Agence nationale de l'habitat, qui ont été mis en place à partir de 2020 et en remplacement, vous posiez la question, madame, tout à l'heure, en remplacement du crédit d'impôt, donc qui n'existe plus. On a MaPrimeRénov' qui s'est décliné en plusieurs aides, donc la rénovation globale avec MaPrimeRénov' Sérénité, la rénovation poste par poste avec MaPrimeRénov' et donc la rénovation globale mais en copropriété avec MaPrimeRénov' copropriété. En complément de ces aides nationales, il y a tout un tas d'autres aides qu'on va mobiliser. Il y a des aides du département de la Savoie qui intervient dans le cadre du dispositif Savoie Rénov' Énergie. Il y a des aides locales, donc avec les aides de la communauté d'agglomération d'Arlisère qui soutient aussi à la rénovation énergétique. Et il y a certaines villes aussi qui soutiennent les projets en donnant une subvention. La spécificité, nous, c'est qu'on est en capacité aussi d'aller chercher des aides si vous êtes retraité auprès de votre caisse de retraite. Donc on a notamment la CARSAT, mais c'est pareil aussi avec la CNRACL et d'autres caisses de retraite qui peuvent financer des travaux chez vous en tant que retraité. Donc ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas passer à côté. C'est un financeur qu'on oublie souvent et qui pourtant donne beaucoup d'argent aux retraités pour la réalisation de travaux. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les C2E, donc c'est les certificats d'économie d'énergie. On appelle aussi ça des primes énergie. Parfois, c'est des aides qui viennent du système des droits à polluer, où les entreprises, les grands pollueurs, aident pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces grands pollueurs-là aident les particuliers à réaliser des travaux. Et les particuliers, et en fait, les C2E sont valables pour énormément de choses. Mais là, ce qui nous concerne, c'est vraiment le logement. Voilà pour les différents financeurs qu'on va mobiliser. Donc, nous, on est accompagnateurs sur Arlisère, sur le secteur. On est financé par Arlisère. Vous n'avez pas à nous financer. Nous, on a un conseil neutre, on n'a rien à vendre. Donc, il y a à la fois une vigilance à avoir et puis sur les autres démarchages qui sont parfois un petit peu abusifs.
de la part de certaines entreprises, vous n'avez pas besoin de financer un accompagnement au montage des dossiers d'aide. Il faut d'abord passer par aller chercher l'information là où elle est la plus neutre possible, à savoir l'entrée, c'est vraiment l'ASDER, et ensuite il renvoie vers Solia en cas d'éligibilité aux aides en fonction de votre projet. Là, c'était les subventions pour financer les travaux. Il y a aussi d'autres avantages, notamment la TVA à 5,5% pour les travaux d'amélioration énergétique. Donc ça, c'est les entreprises qui l'appliquent au moment où elles font leur devis. Et il y a aussi donc l'éco-prêt à taux zéro, qui est un dispositif mis en place par l'État et qui oblige les banques à proposer ce prêt à taux zéro. Vos banques, parfois, elles sont un petit peu réticentes à vous proposer ces prêts-là. Parfois, elles orientent plutôt vers un prêt à la consommation quand vous demandez un prêt travaux à votre banque. Pensez bien à demander... c'est des travaux d'économie d'énergie, j'ai droit à un prêt à taux zéro, dites-moi ce que vous pouvez financer. Donc là, les enveloppes de financement, vous les avez notées. 7 000 € pour les remplacements de fenêtres, 15 000 € pour une action de travaux, et ça augmente jusqu'à 50 000 € de financement possible sur la rénovation globale. Voilà. Moi, je vais juste rajouter un truc pour histoire que ça sorte pas de, faut que ça rentre bien dans la tête. Tout ça, ça fonctionne uniquement si c'est un artisan RGE qui fait les travaux, même l'éco-prêt à taux zéro. Et attention aussi, l'éco-prêt à taux zéro, ne pas confondre l'éco-prêt à taux zéro avec le prêt à taux zéro, qui est un prêt qui permet d'accéder à la propriété. Au niveau des entreprises RGE, oui, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, pour avoir droit aux aides, il faut faire appel à des entreprises RGE. Moi, je n'ai pas de lien avec des artisans. Nicolas non plus, on n'a pas de nom d'artisan à vous donner. Par contre, il y a un annuaire des entreprises RGE qui est sur Internet, sur le site France Rénov', j'allais dire l'ancien site, j'allais dire faire.gouv.fr, mais c'est France Rénov', le site. Donc, qui vous donne un annuaire des artisans et qui vous dit localement, par corps d'État, quelles sont les entreprises qui interviennent dans de la plomberie, dans de la maçonnerie autour d'Albertville et qui sont labellisées RGE. On a des petits retours d'expérience à vous faire. Est-ce que vous avez des questions sur les aides? Je peux prendre quelques questions. Oui, madame. Merci du retour. Madame dit que l'ASDER accompagne bien. Voilà. Alors, monsieur, ouais, et après. Ok. Moi, je suis pas très calé sur tout ce qui est entreprise et association. Après, je sais qu'il y a la CCI aussi qui accompagne. Mais là, c'est des logements. Voilà. Et nous, nous, on est solidaires pour l'habitat. Et malheureusement, moi, je suis pas spécialisée là-dedans. La CCI, la Chambre du commerce et de l'industrie, ils sont censés donner les infos là-dessus. Je suis pas très calé sur le sujet. Et après, nous, on a aussi une personne chez nous qui répond aux questions sur ces sujets-là. Donc à l'ASDER, mais on a aussi des rendez-vous là-dessus. Oui, alors si vous passez par Solia, si on estime que votre projet peut être éligible à des aides, on vient faire une visite à domicile et dans ce cas-là, on fait une évaluation énergétique, donc un constat de l'état des lieux du logement actuel. On fait une simulation sur la base des travaux potentiels de votre projet, de ce que nous on estime intéressant pour votre logement et pour bénéficier des aides. Et on vous envoie ce rapport-là. C'est pas, jusqu'à présent, c'est pas strictement un audit énergétique, mais ça, c'est voué à le devenir un petit peu plus.
nous guider sur ce qui est le plus important après avoir vu notre habitation, sur ce qu'il y a vraiment le plus urgent à faire? Oui. D'accord. Oui, moi j'ai installé une pompe à chaleur RO en octobre dernier, donc j'attends la prime rénov de 2 500 € de l'EDF. Bon, c'est en cours. Est-ce que je peux espérer, ou est-ce que je suis éligible à une prime également d'Arlisère, les travaux étant déjà faits? Je ne savais pas que une prime... Alors, les aides, les demandes d'aide, elles sont à faire avant le démarrage des travaux. Donc là, vous avez fait une confusion. Si j'ai bien compris, vous m'avez dit ma prime rénov de l'EDF. Il y a deux choses. Ma prime rénov, c'est l'État, et EDF, ça va être plutôt les certificats d'économie d'énergie. Au niveau des certificats d'économie d'énergie, je sais... Là, j'ai affaire à l'EDF, j'ai un dossier EDF qui est en train de se finaliser, quoi. Et c'est eux qui vont me verser ça. Mais je veux savoir si je suis éligible également à une prime Arlisère ou pas. Alors, Arlisère, sur des systèmes de chauffage uniquement, non. Mais il aurait fallu, dans tous les cas, faire la demande avant les travaux. Donc, c'est pour éviter un peu ce cas de figure qu'on encourage vraiment systématiquement à contacter l'ASDER pour aiguiller avant la signature d'un devis, avant la conclusion de quoi que ce soit avec un artisan. D'accord, merci. Et du coup, au niveau d'une copropriété, comment ça fonctionne? Est-ce que, donc, si j'ai bien compris, hein, c'est l'ASDER avec laquelle il faut déjà contacter. Et puis, La première chose déjà, c'est voir au niveau du conseil syndical. Bon, déjà, si vous faites partie du conseil syndical, déjà discuter avec le conseil syndical, voir s'il y a une dynamique ou pas. En fonction de ça, ensuite, les membres du conseil syndical prennent rendez-vous avec l'ASDER et là, on vous explique toutes les démarches, comment ça fonctionne, etc. Il y a d'autres dispositifs d'aide. Là, c'est encore, il y a MaPrimeRénov' CoPro. Et là, par contre, là, du coup, sur ce sujet-là, les aides locales, toi, t'es calé, toi, c'est ça? Un peu plus que moi. Disons que ça fait partie de mon métier. Donc, au niveau des aides locales et nationales pour les copropriétés, elles vont être sur les travaux de partie commune. Donc, à nouveau, là, c'est la même démarche de réfléchir au bâtiment dans son ensemble et non pas de traiter poste par poste, par petit bout de patchwork d'isolation à droite à gauche. Et donc les aides, elles vont être à la fois collectives à toute la copropriété et individuelles en fonction des besoins des ressources de chacun. Donc si vous avez un projet de travaux au sein de la copropriété sur des parties communes, il faut que le projet soit assez global pour permettre un gain énergétique prévisionnel de 35% après travaux. Donc il faut que ça passe, en général ça passe par une isolation par l'extérieur, mais j'ai un exemple de copropriété en tête que j'accompagne en ce moment qui traite tout sauf les façades, et finalement on arrive au gain énergétique avec du solaire thermique, avec l'isolation des planchers bas, des toitures, de la VMC, ce genre de choses. Donc ce qui fait que la réflexion elle est quand même globale. Ils ont aussi intégré dans leur projet de faire les façades dans 5-10 ans, et du coup c'est anticipé, ça a été réfléchi. Donc l'accompagnement sur le programme de travaux, dans un premier temps, il se fait avec l'ASDER, qui va orienter vers un choix de maître d'œuvre. Il faut être accompagné par un maître d'œuvre pour faire ça. L'ASDER avec la copropriété et le maître d'œuvre vont réfléchir ensemble à un programme de travaux qui permet d'être éligible aux aides. Et une fois que ce programme de travaux est fixé, que les entreprises ont été consultées, nous on intervient à Solia, on arrive au moment où on a des devis, sur l'étude des devis, et on fait des présentations en réunion collective avec l'ensemble de la copropriété sur des présentations de code-part de travaux, de code-part prévisionnels, des aides possibles en collectif et en individuel, et après on fait une information individuelle auprès de chacun des copropriétaires en amont du vote de travaux, parce qu'évidemment ces travaux doivent être votés en AG. Et donc tout ça, l'enjeu de toute cette année, toute cette période de préparation, c'est long, hein. En copropriété, c'est long, il y a plus d'inertie. Mais par contre, ça permet de garantir qu'il y a un vote positif pour les travaux à l'issue de la démarche. Et donc après que les travaux sont votés, il y a toujours une période où il faut réunir les fonds pour pouvoir... lancer les travaux, faire les appels de fonds. Donc, il peut y avoir des prêts collectifs qui sont
qui soit demandé. Nous, à Solia, on fait à ce moment-là avec le syndic et avec les propriétaires éligibles toutes les demandes de subvention. Donc en copropriété, tout le monde a droit à une aide quand on a le gain énergétique de 35%. Toute la copropriété bénéficie d'une aide de MaPrimeRénov' copropriété. Et cette aide-là, elle est répartie au tantième. Donc plus vous avez un logement grand, plus vous allez avoir d'aide. Et voilà, donc nous, on s'occupe des montages des dossiers d'aide avec vous et avec votre syndic. Et après, le chantier peut démarrer. Peut-être je peux du coup enchaîner sur un exemple, justement, sur une copropriété à Albertville, les Pervenches. C'est une copropriété qui a contacté l'ASDER en fin 2018, début 2019. Donc l'ASDER réalise donc quand la copropriété contacte l'ASDER, généralement ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça mûrit dans la tête de tout le monde, dans le conseil syndical, au syndic ou ailleurs. Et donc le travail de l'ASDER va être d'accompagner au moment des études, la recherche d'un maître d'œuvre, etc. Donc tout ça s'est déroulé en 2019 avec le cabinet Ascodit qui a fait un avant-projet qui a été voté en mars 2020, peu avant le Covid. Et à partir de là, on a commencé à accompagner nous à Solia en faisant une information sur les aides et sur les quotes-parts prévisionnelles et sur les aides possibles en fonction de la situation de chacun. Et donc, dans la foulée, ça permet à la copropriété de voter les travaux et de financer via toutes les subventions et les autres dispositifs d'aide. Donc voilà, en termes de calendrier, là, les travaux sont en train de se terminer sur cette copropriété-là. En termes de travaux, on est sur une enveloppe globale à 310 000 €. Alors ça ne va pas forcément vous parler à ce niveau-là, mais avec l'ensemble des honoraires, ça fait... on est à peu près à 370 000 €, mais on peut aller récupérer des subventions de la part de MaPrimeRénov' copropriété qui est composée d'une subvention socle aux travaux et puis de primes qui se rajoutent en fonction de différents critères dans lesquels rentrait la copropriété. La copropriété, là, elle était considérée comme fragile. Donc on arrive à un total d'aide collective de 107 000 €. Donc quand même sur les 370 000 €, bah, c'est important. Et à cela s'ajoute, donc ces 107 000 €, ils sont répartis au tantième, donc entre tout le monde, y compris les propriétaires bailleurs, y compris les propriétaires occupants. La moindre personne qui participe aux travaux a le droit d'un petit peu de cette aide. Et ensuite, pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs sous conditions de ressources, pour les personnes modestes, on a des aides complémentaires du département, de MaPrimeRénov' copropriété. Là, à ce niveau-là, il n'y avait pas de projet éligible de situation éligible à une aide d'Arlisère, mais ça aurait pu. On sollicite aussi des aides d'Arlisère, des aides des communes, etc., etc. Donc là, voilà globalement ce que ça a donné. Oui. Je parle fort autrement. Est-ce que les photovoltaïques peuvent rentrer dans une rénovation globale au niveau des subventions ? Non, le photovoltaïque ne va pas rentrer là-dedans. Déjà, tout ce qui est aide financière, ça ne va pas porter sur le photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, c'est la production d'électricité. C'est pas de la production de chauffage, c'est pas un système de chauffage, c'est pas d'isolation, c'est la production d'électricité. Ça va réduire la facture en fait, mais ça ne changera pas la consommation. D'accord, parce que ça vient quand même en réduction du coût sur tout ce qui est énergétique dans une maison. C'est ça, ça a un impact sur la facture, mais pas sur la quantité d'énergie consommée. Et bien sûr que si, puisque ce qu'on produit, on ne tire pas sur les lignes existantes. Oui, mais vous aurez le jour où vos panneaux ne marchent plus, vous retournerez sur une consommation classique. Ça ne change pas la quantité. Pourquoi il ne marcherait pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez continuer à consommer la même quantité d'électricité. Il y en aura une part qui viendra de vos panneaux, ça c'est sûr,
Ah oui. une autre part qui viendra du réseau, mais vous aurez la même quantité d'électricité consommée. Ce qui marche, c'est le solaire thermique, donc qui permet de vous chauffer ou de chauffer l'eau que vous consommez. Mais là, justement, pour revenir sur ce que disait Nicolas, ça permet de vous diminuer vos besoins en gaz, en électricité, en tout autre système de chauffage, grâce à l'énergie solaire, mais pas en photovoltaïque. Oui. Non, moi, c'était pour compléter, pour avoir un global, parce que j'ai déjà de la géothermie qui fait l'eau chaude et le chauffage. Donc, j'ai la suite des travaux à faire et je me demandais si ça pouvait faire partie de la suite que j'ai à faire. Pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Le panneau solaire photovoltaïque, c'est à la fin. Si vous avez déjà tout fait, vous rajoutez des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, et là, vous continuez à réduire votre facture. Mais vous avez déjà fait tout le travail en amont. Après, ça ne veut pas dire que voilà, on peut mettre la cerise à l'intérieur du gâteau aussi. Mais c'était surtout si des fois ça pouvait être dedans. Voilà. Merci. Malheureusement, non. Pour revenir à l'isolation extérieure, pour bénéficier des 35%, pour arriver aux 35% d'économie d'énergie, est-ce que l'isolation extérieure, ça fonctionne de but en blanc comme ça? Vous savez faire les calculs? Non, il faut qu'on voie votre maison. Oui. Moi, je ne peux pas vous répondre là à distance sans avoir vu votre maison. Il faut qu'il y ait un technicien de chez nous qui passe dans votre logement pour le constater. Après, des fois, ça marche juste avec l'isolation par l'extérieur. C'est des travaux qui sont importants et qui peuvent y arriver tout seuls, mais ça dépend vraiment des configurations, de l'état de la maison avant. Un technicien est déjà passé l'année passée. Enfin, voilà, ça mûrit dans ma tête. Il m'avait proposé un truc, ça faisait 37% d'économie. Mais il fallait changer la chaudière, le poêle, enfin beaucoup de choses. Et j'ai changé de projet. Lui, il me disait l'idéal, c'était l'isolation extérieure. Moi, ça me faisait trop peur. Et en réfléchissant, en fait, je reviens à ça. Plus isolation des combles, plus changer la VMC, simple flux. Et est-ce qu'avec ces trois choses, je pourrais y arriver? Il faut que je rappelle le technicien. Il vous a dit 37%, du coup, c'est oui la réponse, visiblement. Oui, mais moi, je n'ai pas vu votre situation en général. C'est sûr que... C'était 37% avec la chaudière, mais sans isolation extérieure. Et moi, je veux plus de chaudière, mais je veux une isolation extérieure. Et je me dis, est-ce que c'est... Il faut que je le recontacte, ce monsieur. Oui. Là, vous êtes sur une démarche qui est globale, donc ça me semble plutôt déjà dans une bonne démarche et en bonne voie pour le gain. Oui, j'ai eu Solia au téléphone, c'est la personne qui m'a orientée vers l'isolation extérieure, qui m'a dit, vu les petits revenus, vaut peut-être mieux engager l'isolation extérieure, et avec des aides peut-être plus conséquentes pour moi. C'était peut-être plus judicieux dans le projet. Oui. Peut-être. Je suis d'accord avec mon collègue. On est d'accord. Je pense que là, oui, l'enjeu, vous avez contacté Solia parce que vous aviez un besoin sur votre chauffage. Finalement, on vous a expliqué qu'on valait peut-être mieux commencer par isoler l'enveloppe avant de penser au système de chauffage pour diminuer vos besoins de chauffage, comme on vous l'explique depuis tout à l'heure. Donc là, ça a bougé un peu vos plans parce que c'est sûr que l'isolation par l'extérieur, c'est des travaux qui sont importants, qui peuvent faire un peu peur. Mais par rapport à de l'isolation par l'intérieur, finalement, c'est moins contraignant parce que les ouvriers ne sont pas à rentrer dans la maison, il n'y a rien à déménager. Et une fois que... Voilà, c'est des travaux qui prennent du temps. Donc là, ça mûrit dans votre tête comme ça mûrit dans la tête de beaucoup de personnes qu'on accompagne parce que c'est des projets du long cours. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense que ça doit être possible d'obtenir le gain énergétique avec votre projet, là. Ouais. Ça ne fait pas de souci. Voilà, c'est pas évident parce que là, j'en suis au point des devis et les artisans, je suis désolée, mais des fois, c'est pas eux qui nous conseillent le mieux en définitive. Alors, pour les mêmes travaux, on a des discours totalement différents. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde. Donc, il y a forcément des avis différents. Ouais. Et même entre nous, ça se trouve, même tous les deux, on aura des avis différents aussi. Après, pour moi, il y a un truc qui est important, c'est d'abord se focaliser sur l'enveloppe du bâtiment. Si vous partez plutôt en priorité sur l'isolation, ventilation, menuiserie, ce lot de travaux-là... Pas menuiserie, non. Comble, ventilation et isolation des murs, déjà là, vous allez réduire vos consommations.
Et si vous faites ce travail-là en priorité, après, lorsque vous vous poserez la question du changement de système de chauffage, vous aurez peut-être plus de possibilités de système. Parce que vous allez réduire votre système vos besoins de chauffage. Ouais. Et ça se trouve, si c'est une petite habitation, un poêle à bois pourra suffire, par exemple. Mais je me chauffe au bois déjà, donc. Et ben, ça se trouve, vous pourrez encore plus vous chauffer au bois. Ouf. Et encore moins vous chauffer du coup. Et, Oui, et ça mais se trouve, non, mais le but, moi, c'est de ne pas me chauffer. eh ben, raison Enfin, plus de enfin, plutôt. c'est peut-être con, ouais. mais utopique, mais oui. Ouais. Ah, non, c'est pas utopique. Il y a des maisons passives qui Oui, existent. oui. Et il y a même des rénovations passives qui existent. Non, mais là, C'est c'est trop cher c'est pour mon complexe, budget, hein. je peux pas. C'est complexe, etc. Mais en tout cas, on peut se rapprocher en allant vraiment vers la performance de consommation basse. Et de ne pas avoir besoin d'une usine à gaz pour se chauffer, en tout Oui, cas. oui. Enfin, je mets des pulls, hein. Aussi, oui. C'est Ok. la première bonne solution. Ouais. Voilà, donc en gros, la démarche que nous on fait quand on vous accompagne, comme on a accompagné madame, c'est d'aller chercher les économies d'énergie les plus globales. On essaye d'aller toujours un petit peu plus loin que juste remplacer le chauffage seul. C'est vrai que dans les résultats actuellement des subventions publiques, il y a beaucoup de travaux qui sont engagés juste pour un changement de chaudière ou pour une installation de pompe à chaleur, alors qu'en fait, on aurait pu réfléchir la maison de manière plus globale et anticiper et diminuer son besoin de chauffage comme ça. Et effectivement, un projet comme celui de madame, avec une isolation de tous les postes de travaux et de toute l'enveloppe, il peut permettre à quasiment plus avoir à se chauffer en fin de projet. Monsieur ? On sait que l'isolation par l'extérieur, c'est très bien pour les économies d'énergie, mais vu le coût que ça importe, et avec l'isolation proprement dit, la modification des volets et ainsi de suite, ça a un gros coût. Alors le retour sur investissement, il est de combien, grosso modo? Parce qu'il est au moins sur 15 ou 20 ans. Ça dépend des factures à l'état actuel. Si vous avez 4000 litres de fuel par an, le retour sur investissement il sera plus rapide. Non, mais moi je suis en électrique et j'ai 1700 € d'électricité par an sur ma maison. Ouais. Donc je me vois mal mettre encore 30 000 € pour l'isolation. Ça va me faire un coup, je serai mort d'ici là. Je suis d'accord que la maison prend de la valeur. Oui, à ce côté-là. Il y a ce côté-là, mais le retour sur investissement, il est pas en 10 ans. Hein. Ouais, après, pour une maison, c'est pas que un investissement, c'est pas un investissement rentable. C'est un peu comme une voiture, quoi. Quand vous achetez une voiture, c'est pas rentable du tout une voiture. Vous l'entretenez, faut l'entretenir. Ouais, c'est un gouffre, faut l'amener chez le garagiste. Si vous voulez continuer à utiliser votre voiture, voilà, vous êtes obligé de faire ça. Et la maison, c'est un peu ça aussi. Vous êtes obligé de l'entretenir. Le jour où vous avez besoin de refaire le crépi extérieur, se poser la question. Est-ce que je fais juste un crépi ou est-ce que je fais un isolant plus un crépi? Et en général, au bout de 30 ans, 40 ans de maison, le crépi, des fois, il y a besoin de retoucher, quoi. Il y a ce côté-là aussi, ça fait partie... Enfin, la rénovation, ça peut aussi faire partie d'un entretien. Et en complément sur cette question, quand vous faites un ravalement de votre façade juste avec du crépi simple, sans avoir isolé la maison, vous ne vous posez pas la question du retour sur investissement, du coût de peinture. Alors que là, avec de l'isolation par l'extérieur, vous avez le côté ravalement de façade, donc vous avez l'esthétique. Vous avez les économies d'énergie, donc vos émissions de gaz à effet de serre qui diminuent, votre consommation d'énergie qui diminue. Vous avez du coup le côté environnemental, énergétique, financier sur les factures. Vous avez le gain de confort dans la maison. L'effet paroi froide dont parlait Nicolas tout à l'heure, il est important en fait. C'est l'un des problèmes qu'on rencontre qui est le plus difficile à vivre. On se dit mais comment ça se fait que dans mon salon je chauffe à 20 mais pourtant j'ai froid tout le temps parce que les murs sont à 15 donc forcément il fait froid. Là je suis d'accord, hein, faire du rénovation de façade sans faire de l'isolation, c'est de la connerie. Et c'est ce qu'on fait. Moi, je suis propriétaire aussi d'un appartement. Ils ont voulu à tout prix. Ils refont la peinture cette année. C'est de la connerie. Mais j'étais le seul à voter contre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On en voit beaucoup aussi des immeubles qui se lancent dans des ravalements simples. Ça a que l'intérêt esthétique. Engager 200 000 € de travaux pour faire du ravalement de façade et des reprises de toiture, c'est de la connerie. Mais bon, les gens ne comprennent pas. Bon, vous le dites très bien.
Oui, j'ai une question concernant un appartement en copropriété sur lequel il y a un nu propriétaire, un usufruitier, un locataire à titre gratuit. Est-ce qu'on a droit à des aides? Sur des travaux de partie commune, enfin, quel est votre projet de travaux? Ben, ils refont le bâtiment complet. Alors, les aides, elles sont collectives, donc elles sont pour toute la copropriété. Oui, mais Et après, il y a des aides individuelles en fonction de la situation de chacun. Donc, on étudiera la situation quand vous viendrez vers nous. D'accord. Pour les propriétaires non occupants, on étudie la situation du propriétaire, pas la situation du locataire. Et le département peut donner des aides sous conditions de ressources. Mais dans ce cas-là, qui fait la demande? C'est le nu propriétaire, le locataire, l'usufruitier? C'est le propriétaire. Alors, nu propriétaire ou usufruitier, je ne sais pas vous répondre là, mais quand on en sera à vous faire signer le document de demande d'aide, on sera déjà bien avancé. Mais donc, ce que je veux savoir, c'est qu'il existe des aides dans ce cas-là quand même. Oui. Ouais. Pour répondre, en fait, c'est à l'usufruitier de faire la demande d'aide. Ouais. C'est l'usufruitier qui doit faire qui prend en charge les travaux et qui paye les travaux. Ça, après, ça c'est tout le monde qui s'arrange. Oui. Mais en tout cas, c'est lui qui touchera les aides à la fin. C'est l'usufruitier. Et dans le cas d'une demande de prêt, c'est l'usufruitier aussi? Bah ça dépend qui paye les travaux. Mais l'éco-prêt à taux zéro, est-ce que c'est conditionné à l'usufruitier ou là, c'est une question complexe. Pour moi, ce serait logique que ce soit l'usufruitier. Le nu propriétaire, j'en doute. Bonjour madame. Venez en rendez-vous. Et autrement, on a un service qui s'appelle l'ADIL. Vous connaissez l'ADIL? La maison de justice. Ouais, donc l'usufruitier. C'est l'usufruitier qui paye les impôts, c'est ça? Ah, c'est le nu propriétaire qui paye les impôts? Bon, en tout cas, chez MaPrimeRénov', c'est le nu propriétaire qui paye les impôts. En tout cas, chez MaPrimeRénov', ils demandent que ce soit l'usufruitier qui fasse la demande. Je sais pas. Là, dans le cas de figure de madame, on ira chercher une aide auprès du département. L'instructrice du département, je suis toutes les semaines en contact avec elle. L'avantage de ces instructions d'aide en local, comme MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' CoPro et le département Arles-Isère, c'est qu'on exprime les situations, on décrit les situations aux financeurs pour faire des demandes préalables. Donc on explique, on exprime votre situation, qui paye les travaux, voilà la situation, voilà les finances. Est-ce que la personne est éligible? Oui, c'est sous condition de ressources. Je vous entends plus. Pour le collectif ou pour le... Pour le collectif, c'est collectif. Oui. Tout le monde y a droit. D'accord. Pour l'individuel, c'est individuel. C'est en c'est- fonction des ressources de chacun. Donc il y a toujours ces deux systèmes qui cohabitent, mais dans tous les cas, tout le monde en copropriété quand vous faites le gain énergétique, si le projet de travaux est éligible à une aide de MaPrimeRénov' copropriété, il y a une aide à tous. Et ensuite, on complète avec des aides en plus pour les personnes modestes. Monsieur? Pour un projet de rénovation thermique, vous nous avez dit qu'il fallait d'abord, pour une maison individuelle, vous nous avez dit qu'il fallait contacter d'abord l'ASDER, qui ensuite contactait Solia. Mais le bilan énergétique qui est fait par Solia, ça serait intéressant que l'ASDER l'ait avant de faire sa visite. Alors l'ASDER, s'il y a une visite de Solia, il n'y aura pas de visite de l'ASDER. Et en fait, la porte d'entrée, effectivement, c'est l'ASDER, pour voir déjà le projet, qu'on puisse vous diriger vers Solia ou nous-mêmes. Parce que nous aussi, on accompagne les projets en fonction des revenus. Et après, si c'est notre accompagnement, nous, on fera... on verra ensemble les gains énergétiques possibles, etc. Tout dépendra du projet. Si c'est juste en changeant de fenêtre, on ne pourra pas estimer le gain énergétique des fenêtres. On pourra vous accompagner sur les projets de rénovation globale, avec plusieurs phases de travaux. Merci.
je vais vous présenter juste un autre exemple de travaux, de projet qui a été fait très rapidement sur une maison à Albertville des années 60, qui était classée étiquette F et sur laquelle on a accompagné vers un projet le plus global possible en cumulant toutes les aides, le maximum d'aides possibles. Donc avec de l'isolation par l'extérieur, des remplacements de menuiserie et des remplacements de chaudière. Donc il y a une partie des travaux sur l'isolation qui a été financée par MaPrimeRénov' Sérénité, une partie qui a été financée par MaPrimeRénov' tout court, et après le département et Arlisère qui sont intervenus. Donc pour une enveloppe globale de travaux, donc c'est une enveloppe très importante, hein, on est sur vraiment des travaux d'ampleur à 80 000 euros. On est allé chercher jusqu'à quasiment 30 000 euros de subvention, ce qui est un bon tiers des travaux qui sont financés. Donc là, c'est un exemple de ce sur quoi on peut aller, sachant qu'en plus, il y a des subventions. Ça, c'est un projet de 2022, donc il y a des subventions qui ont été augmentées depuis. Avec l'inflation, l'État a rehaussé certains plafonds. Donc le reste à charge, à ce niveau-là, il est de 50 000 euros, ce qui est important hein, pour un ménage modeste. C'est des travaux qui sont lourds à financer. Mais en tout cas, il y a quand même 30% par ce biais-là de travaux qui ont été financés par des aides publiques. Et en l'occurrence, à ce niveau-là, la personne, elle est tranquille pendant un bon moment parce qu'elle a remplacé son système de chauffage et il fait son isolation. C'était juste voilà, pour vous présenter un autre projet en maison individuelle, parce que je sais qu'une partie d'entre vous n'est pas forcément en copropriété. Juste, on voulait vous redonner les dernières recommandations avant de se lancer, et puis on reprend des questions après. Qu'est-ce qu'on fait dans cet ordre? On fait ça, ouais. Allez. Tu y vas? Les dernières recommandations avant de se lancer, c'est comme on a dit, ne pas signer les devis. Ne pas signer les devis avant d'avoir eu un avis extérieur. Ne pas signer les devis non plus avant d'avoir eu l'accord des financeurs. Lorsque vous faites les demandes d'aide, il faut attendre l'accord écrit avant de s'engager dans les travaux. Le règle de base, c'est de ne pas répondre au démarchage téléphonique, parce qu'ils sont très très forts au niveau commercial. Ils sont capables de vous vendre tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et oui, je l'ai déjà dit, ne pas se lancer sans avis extérieur. Donc contacter un conseiller avant tout projet. Et en gros, donc, l'ASDER est la porte d'entrée pour la partie rénovation énergétique et copropriété en fonction du projet et de vos ressources. Vous pouvez être envoyé vers Solia pour la partie financement. Et nous, Solia, on l'a évoqué rapidement au début, mais on intervient aussi sur les questions d'adaptation du logement pour les situations de handicap ou pour le maintien à domicile. On intervient aussi pour l'accompagnement de situations d'habitat indigne dans la lutte contre le mal logement. Et on accompagne aussi des propriétaires bailleurs. Donc vous pouvez nous contacter aussi directement pour ces autres thématiques qui ne concernent pas directement la rénovation énergétique. Sachez aussi que l'ASDER et Solia tiennent des permanences sur le territoire. Donc nous, Solia, c'est tous les mercredis après-midi dans les locaux d'Arlisère, à l'Arpège, à Albertville. Et l'ASDER, c'est 3 mercredis après-midi dans les locaux d'Arlisère, et également une matinée à Beaufort et un jeudi après-midi à Flumet. Voilà, donc vous avez nos numéros de téléphone. On a aussi des petites plaquettes qui doivent être à l'entrée de la salle de conférence. Et si tu n'as rien à ajouter, on peut reprendre des questions, je pense. Moi, j'ai juste un petit truc. Si vous souhaitez laisser vos coordonnées pour être en contact avec nous et tout ça, j'ai mis à dispo une petite feuille. Vous mettez votre mail, votre nom, et vous pourrez recevoir la newsletter ou pas, comme vous voulez. Pour avoir un bureau d'études ou un maître d'œuvre pour une copropriété, quel est le minimum pour avoir un maître d'œuvre? Parce que là, on n'est que 3 propriétaires. C'est une dépense qui est votée en AG.
Donc il faut essayer de mobiliser un petit peu plus largement en expliquant l'intérêt. Et c'est pour ça que l'ASDER est là. L'ASDER peut intervenir avant le vote du maître d'œuvre pour expliquer l'intérêt et les travaux possibles et leur intérêt. D'accord, merci. Vous êtes membre du conseil syndical? Le président. Monsieur le président. Oui, il y a une mobilisation nécessaire qui est via votre conseil syndical et puis en faisant du porte-à-porte, une intervention en AG, un petit mot dans les boîtes aux lettres. Il y a plein de manières possibles. Voilà. Et appelez-nous. Appelez-nous et puis faut commencer à lancer le truc. Ah, ok. Oui, bonjour. Le numéro 0800 200 451. Il est gratuit. Oui, oui. Mais on tombe où sur Échirol ou sur Arlisère? On tombe à Solia. Donc nous, on est pas loin d'Échirol, mais pas Échirol. On est à Fontaine, mais voilà. Vous tombez sur Audrey, ma collègue, qui après redispatch sur. Je vous ai pas parlé de notre équipe, mais nous, on est. Moi, je travaille avec une conseillère en économie sociale et familiale et un technicien. Et donc on est trois à accompagner les projets sur le territoire. Et Madame Alerme y est toujours? Oui, Madame Alerme, c'est ma chef. D'accord. Mais elle suit toujours ce qui se passe localement. Elle est toujours. Voilà. Parce que j'ai eu l'occasion d'être en contact avec elle pour une rénovation d'un immeuble sur Albertville. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Ça s'est bien passé? Ah oui, oui, oui. Quelqu'un de super sympa et dynamique et qui ne lâche rien. Eh ben, je lui dirai, c'est gentil. C'est gentil. Merci. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une ligne de dépenses sur des volets roulants qui étaient pris en considération. C'était sur un immeuble juste avant. Est-ce qu'il n'y a que les volets roulants qui sont pris en considération ou est-ce qu'on peut mettre des volets battants qui sont isolants en même temps? Pour moi, il y a deux questions. En fait, si c'est dans un immeuble, il faut voir avec la copro. Non, mais j'ai vu que c'était une ligne qui était prise en considération dans les travaux. Parce que c'est des travaux induits par l'isolation par l'extérieur. C'est des travaux qui sont... on prend en compte les travaux pour le calcul des subventions, les travaux d'isolation et les travaux induits par l'isolation. À savoir, vous n'allez pas mettre de l'isolant sans mettre un coup de peinture derrière. Ça, c'est typiquement des travaux induits, l'échafaudage aussi. Et donc, parfois, on est obligé de remplacer les persiennes métalliques qu'on trouve souvent pour bien pouvoir isoler les tableaux de fenêtres. Donc oui, on les prend en compte. Voilà, c'est bien ce que j'avais compris, mais ma question, c'est est-ce qu'on est obligé de mettre des volets roulants pour que ça soit pris en considération ou est-ce qu'on peut travailler avec d'autres sortes de volets qui sont isolants aussi, mais qui sont battants? Parce que là, vous avez en ce moment des volets battants? J'ai pas de volet du tout pour le moment. C'est ça. Mais il y aura une isolation extérieure et je voudrais mettre des volets et je ne savais pas que c'était pris en considération dans le paquet. Là, c'est parce qu'on a dû déposer les anciens pour en remettre, pour en installer des nouveaux. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vous aider, mais il faudra qu'on étudie la situation. D'accord. Il n'y a pas d'obligation, sauf si on fait rentrer les volets roulants dans les calculs qui permettent les 35% de gain d'énergie, mais généralement, c'est pas grand-chose. Les volets roulants, c'est vraiment pas grand-chose en pourcentage de gain. Donc, et les volets battants ne font pas de gain non plus. Donc, oui, c'est pour ça m'a surpris. Pour ça que Non, là, c'était des travaux induits. C'est pas là, dans votre cas de figure, vous ne seriez pas sur des travaux d'économie d'énergie. Donc, on est sur des financements aide aux travaux d'économie d'énergie. Merci. J'en profite d'ailleurs pour parler des volets roulants. Moi, je mets en garde les particuliers sur les volets roulants, plutôt partir sur des BSO, des brises-soleil orientables, plutôt que des volets roulants. Parce que le volet roulant en plein été, on se retrouve à devoir tout fermer, on vit dans le noir. Alors que les brises-soleil orientables, c'est des petites lamelles, on peut les orienter et se protéger du soleil. C'est un peu plus cher, forcément. Je te redonne la parole, Sylvia. J'avais rien d'autre à ajouter. Si, parfois, on peut subventionner aussi les volets roulants. Ça ne va pas être votre cas de figure, mais dans le cadre de personnes qui ont des difficultés pour les fermer en raison de leur état de santé, pour faciliter la vie dans le quotidien, il peut y avoir des subventions aux volets roulants, mais ce n'est pas du tout votre demande. Donc je suis à côté.
Concernant l'entrée d'air, enfin de rendre la maison la plus étanche à l'air possible. J'ai une question concernant la cuisine, la haute aspirante. Ce n'est pas de la ventilation. Non, non, c'est pas de la ventilation, mais ça fait rentrer de l'air froid dans la maison. Non, ça aspire. Oui, ça aspire, Ça mais aspire. nous, on a une haute aspirante Ouais. avec un groupe qui aspire, donc un groupe qui aspire avec qui rejette. une vraie sortie d'air. Hein. C'est pas Ouais. avec un filtre, c'est une vraie sortie. Ouais. Voilà. Mais quand on met la main sous le bloc, sous la haute, on sent le froid, quoi. Quand elle ne tourne pas, vous voulez dire? Non, non, quand elle fonctionne pas. En fait, si vous voulez, oui, il n'y a pas de clapet. Il n'y a pas de clapet, Il n'y a non? pas de clapet, ouais. Ouais. Ça nécessite un clapet. C'est un problème de hotte ou de conduit, de sortie de hotte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de cuisinistes en fait proposent des systèmes de hotte à filtre, donc sans évacuation extérieure. Donc, est-ce que c'est aussi à prendre en compte dans on va dire, pour améliorer la performance énergétique? Non, pour moi non, parce que votre hotte, elle n'est pas censée faire rentrer de l'air froid dans votre bâtiment en fait, quand elle ne tourne pas. Il doit y avoir un système de clapet qui ferme la sortie pour pas qu'il y ait l'air froid qui rentre. Oui, mais on en a un clapet, mais un clapet c'est juste une tôle métallique. Ouais. Et je veux dire, c'est pas étanche. C'est pas étanche au niveau. Enfin, ça laisse quand même rentrer de l'air froid, quoi. Ouais, comme vos entrées d'air peut-être au niveau des fenêtres. On n'a pas d'entrée d'air au niveau des fenêtres parce qu'on a une VMC double flux. Vous avez une double flux. Mm. Ok, alors là, peut-être que c'est des histoires de hotte spécifiques. Là, il faut voir ce qui existe. Est-ce que c'est une hotte qui est suffisamment hermétique Non, parce que du coup, moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas incompatibilité avec une vraie hotte aspirante et justement le fait d'essayer de rendre la maison la plus étanche possible à l'air, quoi. Non, pour moi, non. Okay. Non. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore quelques minutes. C'est pas pour rigoler, mais est-ce que vous connaissez le système de panneaux solaires, mais qui est totalement autonome, qui n'a pas d'électricité, qui a juste un petit ventilateur qui est alimenté par des petits panneaux solaires? Et en fin de compte, c'est une sorte comme une mini-serre, on va dire. Il n'y a rien dedans. C'est une boîte en verre. Il y a un trou en bas, un trou en haut. L'air chaud est réchauffé par le soleil. Après, dès que c'est chaud, hop, c'est aspiré par le ventilateur et ça rentre dans la maison. Ça préchauffe quand il y a du soleil. Maintenant, ça ne peut pas faire la totalité du chauffage. Mais par contre, ça préchauffe. Ouais, c'est c'est pas très, c'est quelque chose qui n'est pas très développé. Nous, on n'a pas beaucoup de retours là-dessus. Après, ce ne sera pas considéré comme un système de chauffage. Mais je ne parle pas des aides, mais est-ce que vous connaissez le système, ce système-là? On n'est pas allé fouiner de ce côté-là. Ouais. Enfin, moi, perso, je ne suis pas encore allé fouiner là-dessus. Ouais. Parce qu'en définitive, en fait, on ne dépend plus que du soleil. Il n'y a pas d'électricité. Ouais, mais encore faut-il qu'il y ait du soleil au moment où vous avez besoin du chauffage. Ouais, mais après, je disais en complément, toujours. Non, il y a toujours la question, comme avec le solaire thermique, il faudra, ça ne pourra pas combler l'ensemble des besoins, quoi. C'est l'inconvénient. Ouais. Et j'ai pas d'informations de la durée de vie de ces choses-là. Enfin, j'ai pas vu d'études là-dessus. Si le tour du châssis il est en matériaux qui se détériorent pas trop, ça peut être très long. C'est une plaque en verre, il y a des ardoises ou pas à l'intérieur, c'est réchauffé, il y a des sortes
C'est un Ouais, labyrinthe. c'est des systèmes qu'on retrouve dans les conceptions bioclimatiques avec Oui. les vérandas et les murs peints en noir au fond de la véranda, Par exemple, oui. avec des murs massifs. Oui. Ouais, c'est un peu le même principe, mais le système vendu comme ça, j'ai pas je sais pas trop quoi. Je vais pas vous dire ouais c'est bien, allez-y ou voilà. Parce que tout à l'heure vous parliez des petits trous là quand on perce en électricité ou quoi, que ça peut faire des mini ponts thermiques. Et je pensais à faire ça avant de faire l'isolation extérieure, mettre un panneau comme ça. Bon, ça fait 2 gros trous quand même, ça fait un diamètre de 125. 2 gros trous dans les murs, il faut tout transpercer quand même. Donc là, ça fait 2 ponts thermiques supplémentaires. Alors attention, une différence entre pont thermique et étanchéité à l'air. Étanchéité, c'est deux choses différentes. Oui, donc là, si vous faites rentrer un tuyau de ce diamètre-là dans la maison, il faut bien qu'il y ait un joint tout autour. Il y a des joints spécifiques pour ça. Donc il y a plus de pour pont traverser, thermique. pour traverser la membrane d'étanchéité à l'air. Oui, je confonds. Ah ouais, et après, les ponts thermiques, si à cet endroit-là, s'il n'y a pas d'isolant sur tout le diamètre, toute la surface du tube, si vous ne mettez pas d'isolant extérieur sur cette surface-là, ça fait un pont thermique. Ouais. Ok. Ouais. Mais sinon, dans l'esprit, ça peut être en plus, quoi. Enfin, je veux dire, je veux toujours en complément. Ça ne peut pas faire 100% du chauffage, oui. Non. Et avec du soleil, évidemment. Et bref, ce sera un système de chauffage qui ne marchera pas lorsqu'il n'y a pas de soleil. Oui. Et pas d'inertie surtout. Oui, alors que le système solaire combiné, on va chauffer un ballon tampon qui va accumuler de l'eau chaude et qui pourra servir quelques heures ou peut-être une journée en fonction du dimensionnement. Oui. Là, je peux pas. Oui, effectivement, c'est pas jouable. Ok, merci. Vous avez encore des questions? On arrive au bout. Bah, merci alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.